La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 3, sommaire, suite et fin de la discussion sur les citoyens. Les ouvriers ne peuvent être citoyens dans un État bien constitué. Exception à ce principe, position des ouvriers dans les aristocraties et les oligarchies, nécessité auxquelles les États doivent parfois se soumettre. Définition dernière du citoyen. Il reste encore une question à résoudre à l'égard du citoyen. N'est-on réellement citoyen qu'autant que l'on peut entrer en participation du pouvoir, ou ne doit-on pas mettre aussi les artisans au rang des citoyens ? Si l'on donne ce titre même à des individus exclus du pouvoir public, dès lors le citoyen n'a plus en général la vertu et le caractère que nous lui avons assignés, puisque de l'artisan on fait un citoyen. Mais si on refuse ce titre aux artisans, quelle sera leur place dans la cité ? Ils n'appartiennent certainement ni à la classe des étrangers, ni à celle des domiciliés. On peut dire, il est vrai, qu'il n'y a rien là de fort singulier, puisque ni les esclaves ni les affranchis n'appartiennent davantage aux classes dont nous venons de parler. Mais il est certain qu'on ne doit pas élever au rang de citoyens tous les individus dont l'État a cependant nécessairement besoin. Ainsi, les enfants ne sont pas citoyens comme les hommes. Ceux-ci le sont d'une manière absolue, ceux-là le sont en espérance. Citoyens sans doute, mais citoyens imparfaits. Jadis, dans quelques États, tous les ouvriers étaient ou des esclaves ou des étrangers, et dans la plupart, il en est encore de même aujourd'hui. Mais la Constitution parfaite n'admettra jamais l'artisan parmi les citoyens. Si de l'artisan aussi l'on veut faire un citoyen, dès lors la vertu du citoyen telle que nous l'avons définie doit s'entendre non pas de tous les hommes de la cité, non pas même de tous ceux qui ne sont que libres, elle doit s'entendre de ceux-là seulement qui n'ont point à travailler nécessairement pour vivre. Travailler aux choses indispensables de la vie pour la personne d'un individu, c'est être esclave. Travailler pour le public, c'est être ouvrier et mercenaire. Il suffit de donner à ces faits la moindre attention pour que la question soit parfaitement claire dès qu'on la pose ainsi. En effet, les constitutions étant diverses, les espèces de citoyens le seront nécessairement autant qu'elles, et ceci est vrai surtout du citoyen considéré en tant que sujet. Par conséquent, dans telle constitution, l'ouvrier et le mercenaire seront de toute nécessité des citoyens. Ailleurs, ils ne sauraient l'être en aucune façon. Par exemple, dans l'État que nous appelons aristocratique, où l'honneur des fonctions publiques se répartit à la vertu et à la considération, car l'apprentissage de la vertu est incompatible avec une vie d'artisan et de manœuvre. Dans les oligarchies, le mercenaire ne peut être citoyen parce que l'accès des magistratures n'est ouvert qu'au sens élevé, sens CENS, mais l'artisan peut l'être puisque la plupart des artisans parviennent à la fortune. À Thèbes, la loi écartait de toute fonction celui qui n'avait pas cessé le commerce depuis plus de 10 ans. Presque tous les gouvernements ont appelé des étrangers au rang de citoyens, et dans quelques démocraties, le droit politique peut s'acquérir du chef de la mer. C'est ainsi qu'on a fait encore assez généralement des lois pour l'admission des bâtards, mais c'est la pénurie seule de véritables citoyens qui en fait faire de cette sorte. Et toutes ces lois n'ont d'autre source que la disette d'hommes. Quand au contraire la population abonde, on élimine d'abord les citoyens nés d'un père ou d'une mère esclave, puis ceux qui sont citoyens seulement du côté des femmes, et enfin l'on admet que ceux dont le père et la mère étaient citoyens. Il y a donc évidemment des espèces diverses de citoyens, et celui-là seul l'est pleinement qui a sa part des pouvoirs publics. Si Homère fait dire à son Achille « Moi, traité comme un vil étranger », c'est qu'à ses yeux, on est un étranger dans la cité quand on n'y participe pas aux fonctions publiques. Et partout où l'on a besoin de dissimuler ces différences politiques, c'est uniquement dans la vue de donner le change à ceux qui n'ont que le domicile dans la cité.
Ainsi, toute la discussion qui précède a montré comment la vertu de l'honnête homme et la vertu du bon citoyen sont identiques et comment elles diffèrent. Nous avons fait voir que dans tel état le citoyen et l'homme vertueux ne font qu'un, que dans tel autre ils se séparent. Et enfin que tout le monde n'est pas citoyen, mais que ce titre appartient seulement à l'homme politique qui est maître ou qui peut être maître, soit personnellement, soit collectivement, de s'occuper des intérêts communs.